Je sais que le thème aujourd'hui, c'était de parler de transition d'enfance à adulte. Mais moi, j'avais pensé aussi à parler un peu plus d'une autre perspective, des adultes avec des conditions pédiatriques. Alors, je vais parler un petit peu des deux façons. Mais comme je savais qu'Hugo parlerait du soin, puis Ellie parlerait de choses de Ellie parle, j'avais pensé que je parlerais un peu plus des choses de gènes. Comment est-ce qu'on peut avoir des conditions génétiques qui affectent les adultes? Alors, on va parler juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, je vais vous parler de c'est quoi un déficit immunitaire, en bref, vous savez c'est quoi déjà, mais c'est quoi un déficit immunitaire génétique? C'est DIG, c'est déficit immunitaire génétique, comment ça se passe dans les adultes. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce qu'il pourrait y avoir des différences en termes de traitement et on va toucher sur ça aussi. Donc, on va commencer avec les choses de base. Donc, c'est quoi un déficit immunitaire? Ceux qui sont mes patients savent, ils vont entendre toujours le même speech que je donne quand j'explique ce qu'est un déficit immunitaire. C'est parce que quand on parle du système immunitaire, il faut parler de l'armée de notre corps. Et comme toutes les autres armées, le but de cette armée du système immunitaire, c'est de combattre les ennemis, des microbes. Et comme toutes les armées, c'est fait de soldats. Et donc, chaque soldat a un rôle. Si on a un soldat qui est soit absent, ou qui ne fonctionne pas proprement, l'armée est affaiblie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les microbes peuvent prendre la victoire et peuvent nous rendre malades avec des infections. Alors, quand on a un déficit immunitaire, ça c'est un trou dans notre armée qui est supposé de combattre des infections. C'est quoi donc un déficit immunitaire génétique? Ça c'est quand le trou est déterminé par un problème dans les gènes. Alors, c'est quoi une gène? Mais on va reculer un petit peu plus en disant qu'on est fait des cellules. Okay? Dans les cellules, on a un noyau. Et dans ce noyau, on a l'ADN. L'ADN s'arrange dans des paquets d'instructions qu'on appelle des gènes, comme par exemple gènes A, B, C et D. Et ces gènes instruisent aux cellules à comment fonctionner. Donc, c'est comme un manuel d'instruction. Si vous avez acheté quelque chose de Ikea récemment, ou si vous avez contribué à le déménagement du nouveau site McGill et vous avez toutes sortes de boîtes partout avec toutes sortes de machines, vous savez que les manuels d'instruction sont extrêmement importants pour savoir comment utiliser vos machines proprement. Même nos téléphones ont un manuel d'instruction. C'est plus on ramasse puis on compose numéro. Il y a toutes sortes de fonctions. Je pense qu'on peut micro-ondes mon café dans ma téléphone, mais je ne suis pas arrivé là dans le manuel d'instruction encore. Parce que des fois, ça ne marche même pas. Alors, ça, c'est une chose de SNC Lavalin. Mais le but, c'est qu'un manuel d'instruction, c'est assez complexe. Et c'est la même chose avec le somme des gènes dans notre corps. Donc, vous pouvez imaginer que si vous avez un manuel d'instruction qui manque des pages ou qui est complètement absent, on peut être un petit peu coincé. Et c'est la même chose avec une cellule, surtout si c'est un soldat du système immunitaire. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ces problèmes avec ces gènes? On retourne à l'exemple de gènes A, B, C et D. Et quand on a un problème avec un gène, on peut avoir toutes sortes de problèmes. On peut avoir un gène qui est complètement absent. Donc, dans cet exemple, le gène B est absent. C'est plus là. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un manque de manuel d'instruction complète et la cellule n'est pas capable de fonctionner. Mais ça, c'est un exemple de façon assez dramatique. La plupart des changements des gènes ne sont pas aussi dramatiques que ça. On peut avoir des changements où le gène est présent, gène B, mais on peut avoir des changements. Donc, dans ce cas, au lieu d'avoir un G où c'est marqué G, il y a une substitution, le G devient un C. Ou on peut avoir un autre type de changement où entre le C et G original, il y a une insertion d'un nouveau C. Ou, l'opposé, on peut avoir le contraire, une délétion. Donc, où il y avait un C entre les deux, un T entre les deux C, le T est absent. Alors, vous pouvez imaginer que ça, c'est juste quelques exemples, et la nature est pleine de surprises, et on reconnaît de plus en plus toutes sortes de changements dans des gènes qui affectent la fonction de ce gène. Peu importe, quand un gène est changé de son fonction normale, on appelle ça une mutation. Donc, vous savez peut-être que c'est quoi des mutations? Si vous regardez des films, vous savez qu'il y a des bonnes mutations. Mais pas... Est-ce qu'on rit de moi ou avec moi? Non. Alors,
alors, il y a des mutations qui donnent des bons pouvoirs, et malheureusement, il y a aussi des mutations qui affectent le système immunitaire. Donc, ça, c'est un déficit immunitaire génétique. Comment ça se peut que ça arrive dans un adulte? Alors, on retourne à notre exemple de mutation. C'est très clair que si la mutation se trouve dans l'ADN, et l'ADN, on est né avec ça, ça fait sens qu'on a une maladie qui se présente dans l'enfance. OK? Mais je vais vous dire que dans le déficit immunitaire génétique, on reconnaît de plus en plus qu'on peut avoir des mutations, des déficits immunitaires génétiques qui se présentent dans l'adulte. Comment? Ben, il y a plusieurs scénarios. Le scénario qu'on est le plus confortable, le plus familier avec, c'est quand la maladie se présente dans l'enfance, ici, puis avec du bon soin, des gens de Saint-Justine ou de l'hôpital par enfants, ils sont capables de survivre l'enfance, puis à un point, ils sortent de l'enfance, puis ils arrivent comme adultes dans notre clinique. Et dans notre clinique, il faut s'assurer plusieurs choses. Ça, c'est le scénario qu'on est le plus habitué. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que, premièrement, il faut s'assurer que le diagnostic du DIG est établi. Vous pouvez imaginer que ça, c'est une période de 18 ans. Dans 18 ans, la médecine change. Les conditions changent, la technologie change, les traitements changent. Beaucoup de choses changent dans 18 ans. Et comme il y a plus que 250 déficits immunitaires génétiques, et ça change quasiment à chaque semaine, on ne peut pas être toujours à jour avec toutes les conditions, surtout pour 18 ans pour chaque personne. Donc, ça arrive que des fois, quand les gens viennent à nous comme adultes, il faut qu'on réévalue le diagnostic. Il faut être sûr que le diagnostic est bien établi, surtout si par des tests génétiques s'ils sont disponibles. Comme ça peut confirmer avec certitude que personne X a condition X et pas condition Y. Et il faut, lorsqu'on établit ce diagnostic, et la raison pourquoi il faut avoir ce diagnostic avec certitude, c'est parce qu'on reconnaît de plus en plus que les traitements deviennent plus et plus spécifiques. Il y a toutes sortes de nouveaux médicaments qui sortent ou qui sont testés pour certaines nouvelles conditions. Et lorsqu'on établit la condition avec certitude, le diagnostic avec certitude dans le patient, on est capable de déterminer s'il y a un standard de soins qu'on devrait appliquer pour ce déficit immunitaire génétique. Et le but, c'est d'amener cette personne à un âge assez vieux où ils sont capables de vivre une vie assez normale. Donc, notre but, c'est d'être un vieux homme ici, un vieux mignon. Et l'autre chose qu'on peut offrir, c'est lorsqu'on est capable de diagnostiquer quelqu'un basé sur un test, on est capable d'aller aux autres membres de famille pour tester les autres personnes. Non seulement frères, sœurs, parents et enfants, mais cousins, cousines et oncles et tantes. Pourquoi c'est important? Parce que peut-être eux n'ont pas eu des complications ou ils sont toujours malades, mais personne ne comprend pourquoi, parce que peut-être ils sont dans une autre ville ou dans une région. Et comme ça, si on est capable d'établir leur diagnostic, on est capable, encore une fois, d'appliquer des soins standards. Et ça, c'est un scénario dans lequel on était habitué, ça fait pour beaucoup d'années. Dans les 5 à 10 dernières années, on reconnaît qu'il y a toutes sortes d'autres formes de déficit immunitaire génétique où les gens se présentent à l'adulte. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. On peut avoir une enfance assez non remarquable, mais tout soudainement, à l'adulte, on devient un petit peu malade. Ça peut être comme un jeune adulte, ça peut être un adulte un petit peu plus vieux, et on commence à avoir des problèmes. Et la vie devient un petit peu difficile. Il y a des moments difficiles où on se présente à l'hôpital avec des conditions, et on est capable de guérir ces problèmes aigus, mais ça retourne plus tard où il y a des autres problèmes. Et dans ces cas, il faut se demander comment c'est possible qu'un adulte peut se présenter avec une condition dans laquelle ils sont nés avec ce problème. Alors, une catégorie, et on a plusieurs exemples de ça dans ma clinique, c'est ce qu'on appelle des mutations qui fuient, qui coulent. On a parlé brièvement des mutations en parlant de gène B. Souvenez-vous qu'on a parlé de 4 grandes catégories, les gènes absents, la substitution, les insertions, les délétions. Mais en fait, on sait que c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, dans une gène, on a ce qu'on appelle des exons en vert et des introns en rose. Et qu'est-ce qui arrive en nature, c'est que les exons se met ensemble par la cellule, ce qu'on appelle une épissage, et c'est réglé par des régions dans les gènes qui sont, par exemple, en rose. Et on reconnaît de plus en plus qu'on peut avoir des mutations dans ces régions, les régions d'épissage, comme ici, ou les régions régulatrices, comme ici.
Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces conditions? Mais dans la situation où on a une mutation assez flagrante, comme un gène absent, substitution, insertion, délétion, on n'a quasiment aucune protéine normale. Mais dans ces conditions, on a un petit peu de protéine normale, et principalement de protéine qui est abnormale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une mutation hypomorphique. Et on reconnaît de plus en plus qu'il y a des adultes avec des déficits immunitaires, avec des mutations hypomorphiques. Hypomorphique, ça veut dire un petit peu de protéines normales, donc un petit peu de fonction normale, donc capable de sortir de l'enfance, mais pas de façon saine, et donc il se présente avec une apparition tardive dans l'adulte. Un petit peu malade jusqu'à un point où ils ne sont plus capables de tolérer leurs infections ou leurs conditions. On peut aussi avoir des autres situations. Voilà une belle femme. On peut avoir aussi des femmes dans lesquelles ils ont des mutations liées au chromosome X avec une inactivation asymétrique. Donc, un petit peu compliqué à expliquer, mais juste pour vous rappeler que les femmes ont d'habitude 2 chromosomes X. OK? Les hommes ont juste un chromosome X. On est juste demi-bon, aussi bon qu'une femme. Donc, pour les femmes, être capable de baisser à un niveau intelligent pour communiquer avec les hommes, il doit inactiver un de leurs chromosomes X. OK? Alors, un de leurs chromosomes X doit être inactivé pour être l'équivalent de façon intelligente, intellectuellement, avec un homme. Ça, c'est l'humour de la nature. Imaginez que vous avez ce scénario où, dans le chromosome X, vous êtes porteuse d'une mutation. D'habitude, dans ce scénario, quand il y a une activation, c'est symétrique. Ça veut dire 50% d'un chromosome X est inactivé dans les cellules et 50% sont inactivés dans les autres cellules. Et si les deux chromosomes n'ont aucune mutation dans les gènes du chromosome X, ça ne change rien. Et même si vous êtes porteur de mutation, 50% des cellules qui expriment le gène normal vous protègent d'habitude de cette maladie, ce qu'on appelle un porteur. Mais si, par contre, vous avez une mutation dans le chromosome X et l'autre chromosome X est normal, sauf qu'il y a une inactivation asymétrique, c'est-à-dire au lieu de 50% sont inactivés, une plus grande proportion est inactivée. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça laisse que les cellules qui expriment la mutation prédominent, donc les femmes peuvent être affectées avec cette condition. Et quand les femmes âgent, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, on voit que cette inactivation asymétrique devient plus et plus commune. Donc, par exemple, j'ai une femme dans ma clinique qui a eu des problèmes des abcès de peau et des poumons. Elle a 67 ans, à peu près, 67, 68. Elle a ces infections depuis quelques années. Et quand on regarde son historique, sa famille, puis des autres conditions qu'elle a eues dans les années récentes, on soupçonnait qu'elle avait une condition liée au chromosome X. Mais elle a 67 ans. Comment c'est possible? Alors, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est exactement ça. On a trouvé, premièrement, qu'elle avait un gène qui portait une mutation, et ce gène était impliqué dans le système immunitaire. Et l'autre chose qu'on a fait dans le laboratoire, c'est de montrer qu'il y avait une inactivation asymétrique. Donc, elle était affectée ou elle était atteinte de ce déficit immunitaire génétique qui était lié au chromosome X. Qui est intéressant parce que, premièrement, comme vous savez, les conditions liées au chromosome X sont supposées de passer juste à des garçons ou des mâles qui sont affectés, dont étaient femelles, et étaient beaucoup plus vieux qu'un enfant. Et ça, c'était parce que, encore une fois, les gènes dépassent le bord. Alors, c'était un exemple où comment un adulte peut se présenter, surtout une femme, peut se présenter avec un déficit immunitaire génétique. On peut aussi avoir des autres types de problèmes. On peut avoir des mutations qui prennent du temps pour causer des symptômes. Je vais vous donner un exemple de la maladie Huntington. La maladie Huntington n'est pas un déficit immunitaire génétique, c'est une maladie neurologique. Peut-être vous avez entendu. Et je donne ça juste comme exemple pour dire que dans ces gens qui sont affectés par cette maladie Huntington, ils sont nés avec cette mutation. C'est clair, ils sont nés avec cette mutation. On peut voir dans les familles qui sont nés avec cette mutation, qui seront affectés et qui ne seront pas affectés basés sur le génotype. Mais malgré le fait qu'ils sont nés avec cette mutation,
ça prend des années, non seulement des années, ça prend des dizaines d'années avant qu'ils ont des symptômes neurologiques typiques de la maladie Huntington's. Ça peut être 30, 40, 50, 60 ans. Alors, dans ces conditions, on sait que la mutation est présente dès le moment que vous êtes dans le ventre de maman, mais que ça se présente beaucoup plus tard dans la vie. Et on sait que ça aussi affecte les déficits immunitaires génétiques. Par exemple, nous, dans mon travail, on a caractérisé une condition qui s'appelle la défaillance en GATA2. Et ça se présente avec une insuffisance de la moelle osseuse. Et dans ces gens, on sait très clairement qu'ils sont nés avec cette condition, mais ça se manifeste à l'âge adulte, d'habitude vers les trentaines ou même quarantaines, malgré le fait qu'ils sont nés avec cette condition. Dans notre groupe de patients qu'on suit et dans lequel on a caractérisé, on a des Québécois francophones avec une infection dans le cerveau par un champignon. Dans ces gens, on a trouvé une défaillance en ce gène qui s'appelle CARD9. On a démontré que c'est un effet fondateur. On sait exactement les gènes. On sait qu'ils sont nés avec ces gènes. Mais malgré le fait qu'ils étaient nés avec ce gène, l'infection se présentait dans notre corps à l'âge adulte, dans la fin de trentaine. Malgré le fait qu'ils étaient nés avec ça, puis le champignon qui les afflige est extrêmement commun. Donc la raison, ce n'est pas très clair, mais probablement c'est relié à il faut atteindre un certain seuil minimal de dommages. De plus, on peut aussi mentionner qu'on a besoin des fois des mutations qui peuvent nous rendre susceptibles à certaines infections, mais il faut qu'on est présent. Il faut que ce microbe doit être présent pour qu'on ait cette infection. Donc, laisse-moi juste vous donner un exemple. Un exemple non relié à déficit immunitaire. Vous savez qu'il y a une condition, ou peut-être vous savez qu'il y a une condition qui s'appelle le phénylcétonurie. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait des dépistages dans les nouveau-nés. Et qu'est-ce qui arrive dans ces conditions? C'est que si on ne détecte pas ces conditions, les gens vont manger la nourriture normale, la bouffe normale, incluant des protéines et un acide aminé qu'on appelle la phénylalanine, ou le PHE. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ce n'est pas bien métabolisé, ça accumule dans le cerveau, puis ça peut endommager le cerveau. Si vous ne mangez pas ces protéines, vous n'êtes pas affecté. Si vous mangez ces protéines et vous portez le gène, vous êtes affecté. Donc, on a besoin d'un facteur extrinsique pour précipiter la maladie. Et c'est la même chose avec les déficits immunitaires génétiques. On sait qu'il y a certaines mutations qui affectent principalement juste une fonction du système immunitaire. Alors, dans mon laboratoire, on est capable de très bien identifier certaines fonctions qui sont affaiblies dans des personnes avec certains types d'infections. Donc, les gens sont envoyés à moi avec des infections récurrentes de telle sorte, on fait des investigations, puis on démontre, oui, cette fonction est affaiblie et c'est à cause d'un déficit ou d'une défaillance de gène X, par exemple. Et on sait que ça, c'est une bonne chose parce qu'on est capable de dire, OK, mais à cause de ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça, mais il faut prendre des mesures spécifiques pour ce type de microbes. Alors, on parle un petit peu des microbes. Et qu'est-ce que ça démontre? C'est que cette fonction, par exemple, est importante pour ces microbes, mais ces microbes seulement. Donc, vous êtes exposés tous à des microbes, mais on n'a pas besoin de toutes les branches du système immunitaire pour combattre tous les microbes. Comme c'est une armée, chaque branche a certaines fonctions. Et si une fonction est affaiblie, ça vous rend susceptible à certains microbes, mais si les autres branches sont intactes, vous êtes non susceptible à ces autres microbes, ou au moins pas plus susceptible que d'habitude. Mais comme vous devrez savoir, c'est que pas tous les microbes se trouvent partout. Donc, par exemple, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez trouver la grippe. Mais au Québec, on a des microbes qui sont très isolés dans certaines régions du Québec, comme partout au monde, comme au Canada, comme dans le reste du monde, surtout aux États-Unis. Donc, par exemple, il y a certaines infections fongiques qui se trouvent dans les régions autour du fleuve Saint-Laurent, mais jamais vous le trouverez à Abitibi, ou vice-versa. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est né avec un déficit immunitaire génétique et vous habitez, disons, à Abitibi ou plus nord, ça se peut que vous êtes super bien. Mais si vous décidez, mais écoute, je vais aller déménager vers Sherbrooke ou Montréal et je vais aller travailler dans la construction, dans ces situations, on peut être exposé à ces microbes qui peuvent prendre l'avantage de votre défaut immunitaire et vous rendre malade. Et si ça arrive dans l'adulte, parce qu'il y a des déplacements qui arrivent avec la vie adulte, avec le travail, l'école, etc. Ça peut précipiter une maladie qui se présente dans l'adulte.
Alors, on a par exemple plusieurs personnes qui sont nées avec une condition dans laquelle ils sont super bien. Puis après ça, ils déménagent dans une région où il y a certaines infections fongiques, où les conditions ne sont pas aussi sanitaires, et peut-être il y a la salmonelle, par exemple, dans l'eau, ou ils déménagent dans des régions où ils boivent l'eau des puits, puis il y a certains parasites là. Et s'ils n'étaient pas dans ces environnements, ils seront bien, mais quand ils arrivent dans ces environnements, ils sont exposés à ces microbes qui prennent avantage de leur déficit immunitaire et qui les rend malades. Donc, ça, c'est encore un autre exemple où un déficit immunitaire génétique peut se présenter comme adulte. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ma clinique à McGill, c'est qu'on voit souvent les DG qui se présentent à l'âge adulte. Et comme médecin, je porte mon chapeau de médecin, infectiologue et microbiologiste et immunologiste, puis on fait certaines investigations. Et aussi, je porte mon chapeau comme scientifique pour essayer de faire des investigations en plus gros de détails. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on essaie d'adresser, c'est qu'il faut s'adresser de plusieurs types de questions. Est-ce que c'est un DG qui a été établi déjà, puis on doit confirmer le diagnostic et appliquer les standards de soins? Ou est-ce que c'est un DG qui n'était pas diagnostiqué encore et il faut qu'on trouve le diagnostic dans ces cas? Donc, on peut avoir certaines formes frustres d'un déficit immunitaire, ou il y en a des gens qui se présentent dans notre clinique et on a fait des investigations, et je vais parler un petit peu plus en détail de c'est quoi ces investigations. Et puis on dit, mais la raison pourquoi personne a pu diagnostiquer votre condition, c'est parce que vous avez une condition complètement nouvelle. Parce que basé sur nos investigations dans notre laboratoire, la gène qu'on a identifiée en vous n'était pas identifiée dans quelqu'un d'autre déjà publié, et que on sait que ce gène fonctionne de telle façon, et on est en train de déterminer comment on peut utiliser cette information pour quasiment réparer ce qui ne fonctionne pas en vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre programme? C'est qu'on essaie d'établir le diagnostic du DIG, surtout par des épreuves génétiques. Et on trouve ça que c'est important pour notre programme, pour deux raisons. En fait, c'est par rapport à pourquoi c'est important à vous. Un, c'est pour donner un soulagement aux patients et aux familles. On a malheureusement trop de patients qui viennent à ma clinique après des années des investigations par plusieurs types de spécialistes dans lesquels les gens disent « on ne sait pas qu'est-ce que vous avez » ou même plus, insultant, ils sont accusés d'être, je sais pas, de fabriquer leurs conditions. Quand on prend un bon histoire, on prend le temps pour les discuter, on revise leur dossier, on voit qu'ils ont clairement quelque chose avec leur déficit, avec leur système immunitaire, et c'est à nous à essayer de déterminer c'est quoi le problème. Oui, ça se peut qu'ils ont eu des tests anciennement qui étaient normaux, mais le test qu'on est capable de faire dans un laboratoire diagnostique de l'hôpital est loin d'être capable de mesurer qu'est-ce que la nature est responsable. Donc, juste parce que quelqu'un a des tests normaux, pour un médecin qui voit ça, ils vont dire la personne n'a rien. Mais nous, on est convaincus que si quelqu'un a vraiment des problèmes, surtout avec des infections, par exemple, on va à profond pour essayer de déterminer c'est quoi la cause de leur déficit immunitaire. Donc, on essaie de faire ça parce que c'est vraiment un soulagement pour le patient. Le patient dit, OK, je suis pas fou, comme les autres médecins ont mentionné. Je sais que j'ai quelque chose et c'est à nous, dans notre programme, à confirmer qu'est-ce qu'ils ont. L'autre but de tout ça, c'est aussi être capable de faire des dépistages sur des autres membres de famille. Parce que si une personne est infectée dans la famille, ça se peut que les autres personnes soient infectées. Peut-être plus jeunes, comme leurs enfants ou leurs cousins, cousines, leurs nièces, neveux, etc. Si on est capable de faire un diagnostic, même si c'est une condition nouvelle, on peut aller dire, OK, donc vos enfants peuvent ou peuvent pas être infectés, vos cousins peuvent ou peuvent, ça se peut qu'ils ne sont pas affectés. Et si on est capable de le faire, surtout à un âge où ils ne sont pas affectés avec des symptômes, où ils n'ont pas des manifestations encore, ou peut-être peu de manifestations, peut-être on serait capable d'implémenter des soins pour éviter des problèmes, pour éviter des hospitalisations. Donc, pour nous, établir le diagnostic, c'est clé. L'autre but, c'est d'essayer d'appliquer ou développer des soins spécifiques. Qu'est-ce qu'on fait dans notre laboratoire, surtout, c'est qu'on essaie de déterminer quel gène ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ce gène fait dans la nature? Et comment ça affaiblit vos soldats du système immunitaire? Parce que si on est capable de déterminer c'est quoi cette fonction qui est absent ou qui ne fonctionne pas proprement à cause de votre gène,
on serait capable de probablement corriger ou aller autour du déficit fonctionnel. Et on a quelques exemples dans ma clinique, par exemple. Peut-être que ceux qui vous souvenez de l'année dernière quand j'ai présenté, les personnes avec une infection de champignons dans le cerveau que j'ai mentionné avant, on a trouvé la gène, le CARD9. C'est beau, super, merci. Mais en effet, ce n'était pas assez pour nous. Il fallait savoir qu'est-ce que ce gène fait. Et quand on a pris leurs cellules dans notre laboratoire, puis on a dit, mais écoute, quand on stimule leurs cellules avec des champignons, ils ne produisent pas un certain type de hormones immunitaires qui, par chance, existaient pour être utilisées dans les humains pour des autres raisons. On a appliqué à Santé Canada. En fait, on s'est combattu avec Santé Canada pour avoir accès à ces médicaments. Malgré le fait que la compagnie voulait l'offrir gratuitement, Santé Canada voulait nous empêcher. Il y avait des conversations assez pleines d'énergie pour nous permettre d'utiliser ce médicament dans 2 personnes. Et on était capable, par des radiologies et par des ponctions lombaires, de démontrer qu'on était capable d'éradiquer l'infection. Qu'on n'aurait pas utilisé en général pour leur infection parce que ce n'est pas les standards de soins. Donc, on était capable d'utiliser leur gène, leur information génétique pour essayer de trouver un traitement spécifique. Un autre égard dans lequel on travaille présentement, c'est qu'on sait que dans son gène, il y a une région d'épissage, comme je vous avais montré avant, qui produit une protéine mutant dans une quantité plus grande que son protéine normale. La mutation hypomorphique, comme je vous avais mentionné avant. Et dans notre laboratoire, on a développé un type de molécule qui empêche l'expression de ces mutations. Et on voit dans nos données qu'on est capable de normaliser la protéine normale, qui nous donne potentiellement une option à lui traiter éventuellement. Oui, peut-être ça va être dans quelques années, mais au moins, il y a une avenue à poursuivre dans lui dans laquelle il n'y aurait pas d'autres options. Donc ça, c'est pourquoi on essaie de trouver les gènes. On essaie de trouver les gènes pour trouver un traitement. Et parce que, ultimement, le but, c'est de ça, de vous remettre à cette vieille personne. On veut que vous vivez aussi longtemps que possible pour souffrir autant d'élections que possible, comme le reste de nous. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il faut avoir des traitements différents. N'oubliez pas que quand on parle des mutations, on trouve pour une cure. Ceux qui sont des fans des films X-Men, on sait qu'on cherche toujours pour la cure, la guérison. Et dans le film, il y a ce balle magique qui peut éliminer la mutation. Et on aimerait ça, mais c'est dans les films, c'est pas dans la réalité. Qu'est-ce qui est dans la réalité? C'est des bons traitements dans l'enfance, dans lesquels on prend un enfant malade, souvent des bébés malades, puis on les guérit. Comment? Avec un remplacement de la moelle osseuse. Quasiment, on fait un reboot du système immunitaire avec un système immunitaire en santé. Alors, on les donne un nouveau système immunitaire en espérant que ça marche, et puis ils sont capables de vivre longtemps avec ça. Bien sûr, il y a des risques avec ce forme de traitement. Et il y a des risques dans l'enfance, mais les risques sont aussi plus grands dans les adultes. L'adulte, c'est un peu différent parce que n'oublie pas qu'ils ont sorti de l'enfance. Ils ne sont pas aussi malades que les bébés ou les jeunes enfants. Donc, ils sont sortis de l'enfance, ils sont malades de façon récurrente, mais ils ne sont pas gravement malades. Et, on va être honnête, il y a moins de sympathie pour des adultes malades qu'il y a pour des enfants malades. Alors, si on propose la même solution qu'on utilise pour les enfants que pour des adultes, c'est-à-dire une greffe de la moelle osseuse pour les déficits immunitaires dans les adultes, on sait, basé sur l'expérience publiée, qu'on va avoir des intolérances, des effets secondaires et des complications. Et ça, des fois, peut être même mortel. Alors, il faut trouver des autres solutions. Et je vous avais donné des exemples où on essaie d'utiliser l'information génétique pour essayer de développer des thérapeutiques innovatrices pour essayer de non seulement vous rendre en bonne santé, mais encore une fois, pour vous vivre un bon longtemps. Alors, dans mon laboratoire, on a des gens qui... On s'assoit, puis on pense souvent à votre condition. Ceux qui sont dans ma clinique, vous avez déjà signé les formes de consentement dans lesquelles on a demandé pour vos dossiers médicaux antécédents. Des fois, ces hôpitaux n'existent même plus. Ça, c'est des fois aussi loin qu'on cherche. Dans mon bureau, que
que je suis chanceux d'avoir au nouveau site PPP de SNC Lavalin et McGill. Il y a plein de dossiers des patients. Et oui, je lis chaque feuille. Des fois, j'en ai plus de petits collants jaunes pour marquer chaque feuille, mais je lis chaque feuille de votre dossier. Je sais des choses, des fois, de vous que vous ne savez pas. Et des fois, on travaille, pas des fois, souvent on travaille des longues nuits. Les gens dans mon laboratoire sont des fois contents de me voir, et des fois non. On travaille très longtemps, on consomme beaucoup de café. Et une autre chose que je dois vous dire que je fais, c'est non seulement je suis médecin, puis je suis chercheur, je suis un itinérant. Je supplie des fondations et des autres choses pour l'argent, pour essayer de convaincre que les gens avec des maladies rares, ça vaut la peine de faire des investigations pour les aider. Parce que malheureusement, la maladie, ce n'est pas un choix. Et ce n'est pas un choix de popularité non plus. Vous n'avez pas choisi d'avoir un déficit immunitaire génétique qui est rare. Et les autres personnes n'ont pas choisi d'avoir la diabète ou la maladie cardiovasculaire qui affecte tout le monde, ou les cancers. On a qu'est-ce qu'on a. Mais on n'est pas moins important que les maladies plus communes. Et je dirais même le contraire, qu'il faut utiliser le fait qu'on a des maladies rares pour non seulement les caractériser, mais parce que ça nous donne la connaissance sur la biologie humaine et ça nous permet de développer des thérapies pour les humains. Oui, on peut faire des études sur le diabète et comment les souris ont atteint le diabète à cause de telle chose et telle chose. Et oui, on peut guérir les souris dans les cages, dans les expériences. Super. Et les souris nous remercient. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros délai entre les souris qu'on sauve et les humains qu'on sauve. Et à date, à ma connaissance, on n'a pas guéri le diabète. On n'a pas guéri les maladies cardiovasculaires, on n'a pas guéri les cancers. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand on dépense 30, 40 années à des millions de dollars par année, et on n'est pas plus avancé, je ne veux jamais entendre quelqu'un dire « mais on va continuer à investir dans ça, malgré le manque de résultats, mais on ne va pas étudier les gens avec les maladies rares parce qu'ils ont des maladies rares, ça ne va pas affecter les autres personnes. » Les humains avec des conditions rares nous donnent plus d'informations sur des autres humains que les souris qu'ils ont générées dans le laboratoire. Okay? Alors, il faut que j'essaie de convaincre, pas vous, mais les agences. Il y a des agences qui portent cette croyance que les maladies rares ne vaut pas la peine de les étudier. Donc, c'est un combat. C'est un combat politique, administratif. Il y a un manque de leadership. Et je parle de la recherche, je ne parle pas des conservateurs. Mais ça, c'est une partie de ma journée, de mon travail. Des fois, on est encouragé. Des fois, on a des bons résultats. Et des fois, même plus, on a des résultats dans lesquels on peut appliquer et améliorer le soin des patients. Donc, en conclusion, j'essaie de juste vous remettre en place qu'on avait discuté plusieurs choses. Les points que je voulais faire, c'est que le déficit immunitaire génétique affecte, oui, les enfants, absolument, mais ça affecte aussi les adultes. Et ça affecte les adultes qui ont eu des problèmes depuis l'enfance, mais ça peut aussi affecter des adultes qui étaient assez bien dans l'enfance. Donc, il faut aussi éliminer ce stéréotype que les adultes ne sont pas affectés par des déficits immunitaires génétiques. La manière que les mutations affectent les adultes diffère de celle qui affecte les enfants. Si on a une mutation de façon dramatique, ça se présenterait dans l'enfance, parce que ça c'est clair, c'est dramatique. Mais si on a des mutations un petit peu plus subtiles, ça se présente dans l'adulte. Les manifestations cliniques peuvent être différentes. Donc, est-ce qu'il y a une mutation dans le gène X de façon dramatique qui affecte les enfants peut affecter les adultes d'une autre façon. Et les traitements sont aussi différents. Certains aspects peuvent être semblables. Donc, un enfant hypogame et un adulte hypogame, ils recevraient le SCIG. On fait ça ici, Marie-Josée est ici.
On travaille ensemble là, à McGill pour remplacer beaucoup de sortes de patients avec qui sont en déficit immunoglobuline. Mais il y a aussi des autres déficits immunitaires qui nécessitent leur propre traitement plus spécifique. Et on essaie de développer des approches plus innovatrices pour essayer d'aider ces gens. Merci. Merci, Dr. Vin, pour la conférence. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, alors, si je vous ai bien suivi, là, alors c'est possible qu'un enfant apprenne plus tard que ses parents qui n'étaient pas malades à l'enfance aient aussi un déficit immunitaire, mais est-ce que l'inverse se peut? Est-ce que ça se peut un enfant qui est malade avec un déficit immunitaire et dont les parents ont aucune maladie? Donc, oui. Mais là, permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller plus en détail. Un enfant qui est affecté, qui est malade avec un déficit immunitaire, peuvent avoir des parents affectés cliniquement. Un enfant avec un déficit immunitaire peuvent avoir un gène qui est aussi affecté dans les parents, mais les parents ne sont pas affectés de façon clinique. Donc, les parents portent la même mutation, mais ne sont pas malades. On peut discuter les raisons pourquoi. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle le cas sporadique, c'est-à-dire un enfant est malade avec un déficit immunitaire et les parents ne sont pas malades cliniquement et n'ont pas le même gène, n'ont pas la même mutation, ce qu'on appelle la mutation de novo, par exemple. Alors oui, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Okay. Je voulais savoir, dans le fond, on a parlé de DIG, puis il y en a peut-être 250 sortes environ. Est-ce que, puis aussi, auparavant, on avait parlé qu'il y avait 400 types aussi de déficits immunitaires, mais est-ce que tous les déficits immunitaires sont des DIG ou pas nécessairement, ou on ne sait pas? C'est une bonne question. Alors, la raison pourquoi il y a peut-être une différence entre les chiffres qu'on cite, c'est parce que le déficit immunitaire, c'est un trou dans le système immunitaire qui peut être à cause de plusieurs choses dans lesquelles on peut être né avec ça. Donc, on peut identifier le gène, donc c'est un déficit immunitaire génétique. Okay. Mais aussi, on peut avoir des déficits immunitaires acquis. Le VIH, par exemple, c'est un déficit immunitaire. Mais je peux vous dire, il y a toutes sortes de choses bizarres en termes de déficit immunitaire. Il y a un déficit immunitaire, probablement ce qu'on appelle acquis, mais on ne sait pas les détails, dans lequel les gens neutralisent leur propre système immunitaire. De la même façon que le lupus, les gens, leur corps immunitaire attaque leur système immunitaire attaque leur corps. Dans ce cas, le système immunitaire attaque le système immunitaire. OK, c'est aussi, comme on dit, pas fucky, mais aussi fucky que ça. Alors, il y a toutes sortes de choses bizarres. Et il y en a aussi des choses où les gens perdent des choses dans l'urine, des composants de leur système immunitaire, plus tard dans la vie, à cause de toutes sortes de raisons, ou même des raisons qu'on ne comprend pas. Alors ça, c'est des déficits immunitaires acquis aussi. OK. Donc, dans les déficits immunitaires communs variables, est-ce qu'on peut dire que normalement la source est génétique ou on ne peut pas non plus faire un... Le problème avec le déficit immunitaire commun variable, c'est que c'est un gros terme qui n'est pas très spécifique, dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont lancées dans ça. C'est comme la boîte de jouets chez moi. C'est pas arrangé proprement. Les Legos sont ici, puis les Transformers sont ici, puis c'est un petit peu partout, et des fois pas toujours dans la boîte. Et c'est la même chose avec le déficit immunitaire commun variable. Il y en a quelques-uns dans lesquels on sait clairement c'est quoi le gène. Et ça, c'est la grosse minorité. Je peux vous dire qu'on est en train de caractériser une, qui était appelée déficit immunitaire commun variable, mais c'était probablement pas ça. C'est pas vraiment tout à fait ça. Et ça, ça a l'air comme ça, c'est unique, ou au moins ça vient de plusieurs personnes dans les îles de la Madeleine, encore probablement à cause d'un effet fondateur. Donc, on reconnaît qu'il y a des gènes qui causent certaines choses qui sont... dans lesquels qui portent l'étiquette de déficit immunitaire commun variable. Mais la grande majorité, on n'a pas la gène identifiée.
Dans le même ordre d'idée, là, est-ce qu'il y a des tests génétiques disponibles ici ou ailleurs? Est-ce qu'il y a de l'information sur le site pour savoir si on peut en passer pour un adulte ou un enfant? Oui. Alors, bonne question. Parce que ça, c'est une question qui me tenait depuis longtemps. Quand je veux faire un test génétique, il faut le faire dans un laboratoire diagnostique. Juste pour vous faire la distinction, un laboratoire diagnostique, c'est un laboratoire de l'hôpital, dans le cas du Québec, payé par le gouvernement du Québec, dans lequel le test est fait avec certains critères et compétences et qualités dont il y a une certitude avec le résultat. Dans un laboratoire de recherche, comme j'ai un laboratoire de recherche aussi, on a des standards internes, mais on n'a pas les mêmes standards. Alors, quand on donne un résultat, ce n'est pas un résultat qu'on peut mettre dans le dossier parce qu'il ne s'est pas passé par les mêmes voies. Pour les tests diagnostiques, il y avait longtemps très peu de laboratoires qui le faisaient. Et un laboratoire, par exemple, aux États-Unis, qu'on allait souvent, ça s'appelle GeneDx, dans lequel c'est très connu pour être capable de faire ces tests. Malheureusement, il faut aller par un médecin pour le faire, premièrement, avoir l'approbation du RAMQ. Et je peux vous dire que de tester quelques gènes, ça peut être des fois aussi bas que 1 000 $ par gène et des fois jusqu'aussi haut que 5 000 à 6 000 $ par gène. Et le processus par l'approbation du gouvernement, c'est qu'il faut aller des fois un test à la fois. Donc, il y avait certains tests où il y avait un panneau de gènes et on pourrait cocher, et il y avait des tests où il y avait juste un gène. Et si c'était normal, après ça, on recommence pour la prochaine gène, et ça, c'est 6 à 8 semaines pour avoir le résultat. Donc, vous pouvez imaginer le délai. Alors, j'étais un petit peu tanné de ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait développé? On est en train de développer, c'est loin d'être finalisé, c'est qu'au Centre universitaire Santé McGill, on veut avoir ce test de façon clinique, dans un laboratoire diagnostique pour nos cliniques. Alors, on utilise une technologie différente dans laquelle on cible d'identifier les 28 à 30 000 gènes dans le corps par test, par personne, comme ça fait partie du soin du patient, donc c'est payé par le gouvernement. Mon ami Gaëtan peut-être trouvera pas ça une bonne idée. On ne s'est pas rencontrés à la table encore pour en discuter, peut-être parce qu'on ne peut pas trouver une table assez grande pour l'instant. Mais c'est dans le but. Et on vient juste soumettre notre application dans laquelle j'ai été nommé comme candidat par l'agence pour superviser les tests de dépistage génétique pour les adultes avec des déficits immunitaires génétiques. Je soupçonne que Saint-Justine a la partie pédiatrique. Donc, oui, il y aura une petite division des résultats, mais ça serait quand même lié de façon électronique. Je rêve que ça arriverait dans ma vie. Ça se peut que ça va arriver dans 6 à 12 mois, mais je ne suis pas naïf. Et ça se peut que ça va prendre un petit peu plus longtemps, mais ça, c'est le but. Ça, c'est le but, parce qu'on trouve que c'est une partie critique du soin de la famille. Je ne sais pas. Pour moi, quand on a des personnes avec une condition génétique, on teste tous les membres de famille qui consentent à être testés. Si c'est un enfant, le parent doit consentir. Mais si c'est un adulte, il y en a des adultes qui ne veulent pas savoir. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas forcer. C'est un assaut médico-légal, d'un point de vue médico-légal, de forcer un test sur quelqu'un. Mais si quelqu'un veut être... Ici, disent, mais écoute, il y a quelqu'un de ma famille qui a déficit immunitaire génétique, ou fibrose kystique, ou telle chose. OK, parfait, on arrange le test. Il n'y a pas de barrière pour ça. Moi, j'avais une question pour mon cas personnellement. Je voulais avoir votre avis. Dans le fond, au tout début, on me dit que c'est une maladie auto-immune que j'ai. Sauf que finalement, ça s'avère que ce n'est pas la maladie auto-immune. Il y en avait une, mais elle s'est arrêtée. Sauf que pour les symptômes, c'est resté les mêmes. Ensuite, on me dit que ça ressemble pas mal à la fibrose kystique, mais ce n'est pas la fibrose kystique. Sauf que dans ce cas-là, c'est sur quoi que je devrais plus me concentrer? C'est quoi que je fais? Ou est-ce que aussi pour les médecins, est-ce que c'est plus préférable de chercher les causes ou guérir les conséquences?
Je ne pense pas que c'est un choix ou l'autre. Je pense que les deux questions vont en parallèle. C'est quoi la cause et qu'est-ce qu'on fait cependant, pendant qu'on cherche la cause, pour traiter la personne? Je ne pense pas que c'est un ou l'autre. Et malheureusement, la vitesse avec laquelle un arrive est plus vite un pour l'autre. Des fois, les traitements sont un peu plus faciles. Si vous avez certains problèmes d'infection, on peut donner des antibiotiques, on peut donner les immunoglobulines pour prophylaxie, on peut faire certaines choses. La recherche peut prendre des années. Ça, c'est pourquoi on appelle la recherche, parce qu'on cherche, puis on recherche. Mais ils ne sont faits pas en isolation. Ça, c'est pourquoi les gens qui viennent à ma clinique et disent « Prends mon prise de sang, puis je ne vais jamais vous revoir », c'est pas une bonne stratégie qui va nous amener à succès, parce que j'ai besoin... Votre maladie va me dire où regarder. Par contre, pour répondre à votre question, on pourrait en parler plus en détail, parce que clairement, vous avez deux diagnostics dans lequel je ne vois pas exactement le lien, mais ça peut être quelque chose de plus spécifique à votre cas, et on peut en parler plus tard. Merci. Merci, Dr. Vin. Le temps pour une dernière question. Les deux là, passablement en retard. Donc, une dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. J'aimerais savoir, c'est sûr que ça s'applique à moi, puis ça doit s'appliquer à d'autres aussi. Quand on a découvert, après plusieurs infections, que j'avais un déficit en immunoglobulines, bien, tout de suite, on a pensé au traitement, aux infusions d'immunoglobulines. Ce que je veux savoir, mais je suis traitée, comme beaucoup de personnes sont traitées aux immunos. Est-ce que c'est possible que dans votre laboratoire, même si je reçois des immunoglobulines, d'aller vraiment trouver la cause profonde de la maladie? Oui. En général, la réponse est oui. Je dois vous dire, la réalité, c'est que c'est un petit peu plus facile si on a des autres membres de famille. On a besoin des membres de famille. Quand on fait des tests génétiques, on a 28 à 30 000 gènes dans notre corps, chacun de nous. Mais quand on regarde à travers la salle, on voit qu'il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre. Et surtout certains qui sont différents des autres, complètement. Et ça, c'est parce qu'on porte tous des variations dans des gènes. Donc, quand on regarde dans des gènes, il y a certains gènes qui sont responsables pour ma grandeur. Je suis un petit géant. Puis, il y en a des autres personnes ça explique pourquoi ils ont les cheveux noirs. Et comme moi, ou quand j'avais de cheveux. Alors, tout ça pour dire que les variations dans les gènes, on en trouve. Et quand on fait en isolation une personne, ça va être un petit peu plus difficile à trouver lequel est responsable pour votre déficit. Si on est capable d'utiliser des autres membres de famille pour filtrer les résultats, ça nous aide beaucoup. Surtout s'il y a un autre membre de famille qui est affecté, ça nous aide même plus. Donc, ça, c'est des fois, qu'est-ce qu'on fait? Des fois aussi, on prend la famille ou on regarde la généalogie. La généalogie nous aide beaucoup. Par exemple, pour le champignon dans le cerveau, on sait que les ancêtres de ces gens, de ce corps, sont venus d'à peu près toute la même région du côte nord de France. Donc, ça nous donne une idée de où chercher ou qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on cherche. Darwin, j'ai une dernière question ici, madame. Alors, pour les évaluations cliniques, je peux faire des enfants, ça c'est sûr. Pour des évaluations de recherche pour les enfants, on est en processus de faire un addendum à notre protocole de recherche. Oui. Premièrement, merci pour ça. Deuxièmement, je vais me renseigner à où on est en le processus parce que l'application avec mon candidature était soumise. Alors, c'est comme le gouvernement, alors on attend maintenant. Puis, si on a des réponses favorables, j'apprécie la pétition, mais je vais vous sauver le temps. Si, par contre, on a un petit peu d'hésitation, je vais vous retourner pour discuter plus.
Puis il y avait des autres patients dans ma clinique qui étaient tellement pompés quand on parlait de tout ça. Puis il y avait une madame qui voulait me parler à quelqu'un sur Bonjour Québec ou Bon Matin Québec ou quelque chose comme ça. Une émission à Québec parce qu'elle voulait obtenir plus d'informations. Elle veut que le public soit au courant des maladies rares. Et je pense qu'on doit se mobiliser pour que les gens le prennent de façon sérieuse. Alors, merci beaucoup pour la conférence, Dr. Vin.